Peut-être pour commencer, je voudrais distinguer entre deux choses. Je pense qu'il y a, en Syrie aujourd'hui, il y a un conflit qui est... Alors, je suis d'accord avec Akram sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas dans l'essence des Syriens de s'entretuer sur des bases confessionnelles. On a un conflit qui est malheureusement devenu, dans une large mesure, un conflit confessionnel, même s'il reste, heureusement d'ailleurs, des espaces de coopération transconfessionnelle. Mais alors c'est un conflit qui est confessionnel au sens strict, sans être un conflit religieux, au sens où on a des groupes qui s'affrontent, qui se définissent, on va dire ce sont des ethnies, au sens où des groupes qui se définissent par rapport à un patrimoine commun qui se trouve être de nature religieuse, mais c'est un conflit qui ne fait pas nécessairement intervenir des arguments religieux. Et je pense que ça m'a l'air particulièrement clair, par exemple, du côté alawite, où si vous prenez le milicien alawite le plus extrémiste, c'est quelqu'un qui, à ma connaissance, d'après ce que je peux voir de ce qu'il publie comme documentation, font très très peu référence à des concepts ou à des symboles religieux. Ils vont même plutôt s'exprimer sur un mode nationaliste syrien, etc. Ceci dit, il y a en parallèle en Syrie un conflit qui est proprement religieux, qui est plutôt à mon sens celui qui fait intervenir les acteurs transnationaux, c'est-à-dire les djihadistes sunnites d'un côté et les combattants chiites recrutés par l'Iran, en particulier au Liban et en Irak, où là on mobilise très clairement un argumentaire explicitement, voire exclusivement religieux. Et alors il y a ce troisième conflit, que moi je vois encore comme un autre conflit, qui est celui qui est lié à l'État islamique en Irak et en Syrie, que je ne considère pas comme un groupe rebelle, au sens où sa priorité n'est pas de combattre le régime syrien. Ils sont encore dans un autre projet, comme vous savez, comme son nom l'indique, c'est un projet de création d'un État. Et là, j'y reviendrai aussi si j'ai le temps, je pense que c'est un projet qui est religieux, au sens où c'est un projet utopique. Donc je vais revenir maintenant au conflit entre le régime et l'opposition, pour simplifier, et à sa dimension confessionnelle. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un régime alawite? Bon, Akram pense que non. J'ai tendance à penser que c'est pas forcément un abus de langage. C'est évidemment pas le fruit d'un projet communautaire alawite. Ce projet-là n'existe pas, je suis d'accord. Encore moins l'idée d'un complot d'alawites qui se seraient réunis en secret dans les montagnes dans les années 60 pour décider d'aller prendre le pouvoir à Damas. Ça, c'est ridicule. Et en plus, c'est pas un régime militaire comme l'Égypte. C'est un régime militaire où les institutions sont très faibles. Alors, il y a des grandes institutions en Syrie avec beaucoup de gens à l'intérieur, mais leur autonomie est quasiment nulle. Ces institutions sont faibles, donc en dernier ressort, qui décide en Égypte, ce sont les officiers. Et il se fait que depuis la fin des années 60, en Syrie, les principaux leviers du pouvoir sont dans les mains d'officiers alaouites. Alors, pas tous, mais enfin quand même la masse critique. Et vraiment, les centres de décision les plus importants sont quand même dominés par des alaouites. De même qu'en Irak, ils étaient dominés par des officiers sunnites, et en particulier des gens de la région de Tikrit. Alors dire ça n'implique pas d'affirmer que la communauté alawite serait homogène, unie derrière la famille Assad, bien sûr que non. Il y a des opposants alawites, tu l'as dit, c'est vrai. Ça n'implique pas non plus de dire qu'en face, on aurait une communauté sunnite qui serait homogène, et bien sûr, il y a des gens qui collaborent avec le régime, il y en a d'autres qui s'y opposent, il y a des tas de divisions qui font que même, c'est vrai que parler d'une communauté sunnite en Syrie n'a peut-être pas beaucoup de sens, je suis d'accord avec ça. Mais donc je pense que voilà, on est quand même de facto arrivé à une situation où les principaux leviers de l'appareil militaire et sécuritaire sont dans les mains d'officiers alaouites. Ce n'est pas le résultat d'un projet idéologique, c'est le résultat de dynamique politique que je vais expliquer. C'est grosso modo, c'est une dynamique de sécurisation du régime, et en tout cas du clan présidentiel. C'est quelque chose de très pragmatique. Ça commence dans les années 60. Voire même avant, donc on a des luttes constantes de factions dans l'armée, on a des officiers qui passent leur temps à comploter les uns contre les autres, et le moyen le plus simple de se protéger contre les autres comploteurs et de mener à bien son propre complot, c'est de s'appuyer sur les personnes en qui on a le plus confiance, les frères, les cousins, les membres du même village, de la même région, etc. Et justement, ces mécanismes le fait de s'appuyer sur les liens primordiaux, ces mécanismes vont acquérir un rôle absolument crucial dans le système politique syrien, précisément parce que les institutions syriennes sont très faibles. La construction étatique syrienne, c'est quelque chose qui commence sous le mandat,
on se demande encore, enfin, on ne sait pas très bien ce que les Français ont fait. C'est un champ d'études qui reste à creuser en termes de construction institutionnelle. Et donc, c'est quand même, quand on regarde ce que font les gouvernements syriens après le retrait des Français en 1946, ils passent quand même pas mal de temps à essayer de construire des institutions. Mais quand les bassistes arrivent au pouvoir dans les années 60, elles sont encore extrêmement faibles. Et j'insiste là-dessus sur la question de la faiblesse des institutions, parce que je pense que c'est ça la clé, et ça n'est pas la faiblesse de l'identité nationale syrienne. On pose souvent la question en ces termes-là, en disant que si les identités confessionnelles sont si fortes, c'est parce qu'il n'y a pas d'identité nationale syrienne, et ça c'est une chose avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Je sais que ça peut paraître absurde, mais la construction de l'identité syrienne, c'est plutôt un succès, en termes d'idée d'identité nationale. Parce que c'est pas très compliqué en réalité, on se rend compte, maintenant on a quand même quelques décennies pour s'en apercevoir. S'agissant au moins des gens qui parlent une même langue, il suffit de quelques générations d'écoliers, de cartes de la patrie sur le mur, de cours d'histoire nationale, et on construit assez facilement dans l'esprit des gens l'idée d'une identité nationale. Ça ne signifie pas que ça fait disparaître les identités confessionnelles ou ethniques ou régionales, parce qu'elles ne sont pas mutuellement incompatibles en réalité. Alors, avant d'en venir à cette phase de soulèvement, je voudrais peut-être faire un parallèle. Les années 70 en Syrie, comme les années 2000, on peut voir des parallèles en ce sens que ce sont des années où il y a une période de forte croissance économique. Ce n'est pas par hasard que ce sont des décennies où il y a eu des booms pétroliers, 73 et 2003. Et donc ça s'accompagne d'une relative politique de libéralisation économique, et donc un rapprochement entre l'élite politico-militaire et les élites sunnites. D'abord les élites économiques bien sûr, mais dans leur sillage il y a toujours les élites religieuses également, qui sont étroitement liées aux élites économiques. Et alors, on peut dire que ce sont des phases où, pendant un moment, le régime, du fait de cette croissance économique, de cette alliance avec les élites sunnites, le régime se sent, on va dire, relativement sûr de ses arrières. Alors, c'est très relatif, hein, le régime d'Assad n'a jamais été sûr, il a toujours été très méfiant, mais enfin, relativement, il estimait qu'il pouvait étendre ses cercles de cooptation, on va dire accroître le nombre de ses partenaires de confiance dans la société, ces oulémas qui soutenaient le régime. Bon. Je veux dire que ceux qui ont soutenu le régime très activement et de manière très brillante n'ont jamais été très nombreux. Il y en a beaucoup d'autres qui ont établi, on va dire, des sortes de partenariats comment est-ce qu'on pourrait dire, de convenance avec le régime. Ça n'implique pas de l'affection et de la confiance. Ce sont des partenariats très réversibles. D'ailleurs, on l'a vu en 2011, hein, beaucoup de ces oulémas qui avaient plutôt de bonnes relations dans les années 2000. Pas mal se sont tournés contre le régime assez vite. Et je dirais qu'il y a toujours eu un sentiment d'altérité qui est resté quand même entre ces oulémas sunnites et les grands officiers, notamment, en particulier les officiers alaouites avec lesquels ils devaient traiter. Pour eux, c'était des gens d'abord qui n'étaient pas sunnites et qui n'étaient pas urbains. Est-ce que c'est au moins aussi important pour l'élite urbaine syrienne, le fait de ne pas venir de la ville, à la limite, indépendamment de la religion, c'est extrêmement important aussi. Alors, il y a donc ce rapprochement avec les élites sunnites, mais ça n'implique pas un changement de la nature du cœur militaire et sécuritaire du régime. Ces classes sunnites, elles ne pénètrent pas, ces classes supérieures sunnites, elles ne pénètrent pas le cœur de l'appareil militaire sécuritaire. Elles peuvent l'influencer, en général par la corruption, mais ça reste quand même un partenariat assez inégal. Akram a insisté sur le fait qu'avec la libéralisation, la mondialisation, il y a un accroissement des clivages socio-économiques en Syrie. Et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire, et ça concerne toutes les communautés, c'est-à-dire aussi bien chez les sunnites où vous avez cette bourgeoisie qui profite de la croissance, qui va se rapprocher du régime, et ces classes sunnites pauvres qui sont dans des situations de plus en plus difficiles, et c'est un des facteurs derrière l'explosion, le soulèvement de 2000. Dans la mesure où le parti basse était un instrument puissant de dépassement des clivages communautaires, on peut imaginer que son affaiblissement a mis à nu l'État profond. Et l'État profond, c'est un appareil sécuritaire où les officiers alaouites jouent un rôle absolument crucial. Bon, peut-être en venir quand même à la question. Ouais. Je veux dire, ce qui montre que les logiques communautaires n'ont jamais disparu, bien sûr, c'est
c'est la réaction du régime face au soulèvement. Alors c'est un soulèvement dont le centre de gravité est sunnite, comme en 79 c'est plutôt dans les milieux urbains, en 2011 c'est plutôt dans les périphéries urbaines, rurales, mais avec bien sûr une dimension aussi transconfessionnelle dans les deux cas. Mais là évidemment la réponse du régime elle va être purement confessionnelle, hein. Dès le départ bien sûr c'est divisé pour régner. J'ai entendu parler, par exemple, dès le début du soulèvement, d'une sorte de vague de promotion d'officiers alaouites et chiites dans l'armée. Une utilisation extrêmement parcimonieuse des unités utilisées pour réprimer. Alors c'est très compliqué. Bon, d'abord, il semblerait que pendant les 2 premières années du soulèvement, le régime ait utilisé qu'1 tiers de ces unités vraiment pour des missions, pour combattre les insurgés. Et il y a des mécanismes très complexes où on met des unités jugées extrêmement sûres, donc les unités d'élite avec une majorité de soldats alaouites, auxquelles on adjoint des unités un peu moins sûres, mais dont on espère qu'elles vont être surveillées par les autres unités. Et alors aussi quelque chose qui se produit, mais là c'est immédiat, c'est pas après un an de conflit et de radicalisation, c'est la mobilisation de miliciens civils sur une base, alors qui est généralement confessionnelle. Il s'agit généralement d'alaouites, pas toujours, parce que par exemple à Alep, il n'y a pas vraiment de population alaouite mobilisable, donc là, le régime s'est appuyé sur des tribus, sur des clans. Donc voilà, simplement, qu'est-ce que ça nous dit sur la question des identités? Donc j'ai dit que c'est pas fondamentalement, c'est pas un problème d'identité nationale, c'est un problème de faiblesse des institutions. C'est des identités, en tout cas, si on prend les alaouites, c'est ce qu'on pourrait dire, il y a une identité sans entrepreneur identitaire, c'est une identité négative. Des gens qui ont été associés à l'exercice du pouvoir par l'histoire, par la pratique politique du clan au pouvoir, et qui envisagent des représailles du fait de cette histoire particulière. Tu parles dans un de tes articles, je pense que tu ne l'as pas évoqué ici, de la question de la sunnitisation des alaouites. Et ça, c'est quelque chose que qui m'avait vraiment frappé il y a 10 ans, par des alaouites que j'avais fréquentés à Damas, qui même adoptaient des pratiques religieuses typiquement sunnites, puisqu'ils vivaient dans une banlieue complètement sunnite de Damas. Et je voyais que ça me frappait que leur famille adoptait des pratiques religieuses sunnites. Donc il y a une perte de spécificité culturelle, mais en même ça ne signifie pas une perte de sentiment d'altérité. Et ça, je l'ai bien vu en 2011, dans leur réaction.